Germinal. Partie 15 du livre audio. Chapitre 3 de la partie 7 du roman. À 4 heures, la descente commença. Dans Saër, installé en personne au bureau du marqueur, dans la lampisterie, inscrivait chaque ouvrier qui se présentait et lui faisait donner une lampe. Il les prenait tous, sans une observation, tenant la promesse des affiches. Cependant, lorsqu'il aperçut au guichet Étienne et Catherine, il eut un sursaut, très rouge, la bouche ouverte pour refuser l'inscription. Puis, il se contenta de triompher d'un air goguenard. « Ah ah, le fort des forts était donc par terre. La compagnie avait donc du bon, que le terrible tombeur de Montsou revenait lui demander du pain. » Silencieux, Étienne emporta sa lampe et monta au puits avec la herscheuse. Mais c'était là, dans la salle de recette, que Catherine craignait les mauvaises paroles des camarades. Justement, dès l'entrée, elle reconnut Chaval au milieu d'une vingtaine de mineurs, attendant qu'une cage fût libre. Il s'avançait furieusement vers elle, lorsque la vue d'Étienne l'arrêta. Alors, il affecta de ricaner, avec des haussements d'épaules outrageux. Très bien, il s'en foutait, du moment que l'autre avait occupé la place toute chaude. Bon débarras, ça regardait le monsieur, s'il aimait les restes. Et, sous l'étalage de ce dédain, il était repris d'un tremblement de jalousie. Ses yeux flambaient. D'ailleurs, les camarades ne bougeaient pas, muets, les yeux baissés. Ils se contentaient de jeter un regard oblique au nouveau venu. Puis, abattus et sans colère, ils se remettaient à regarder fixement la bouche du puits, leur lampe à la main, grelottant sous la mince toile de leur veste, dans les courants d'air continus de la grande salle. Enfin, la cage se cala sur les verrous. On leur cria d'embarquer. Catherine et Étienne se tassèrent dans une berline où Pierron et 2 haveurs se trouvaient déjà. À côté, dans l'autre berline, Chaval disait au père Mouque, très haut, que la direction avait bien tort de ne pas profiter de l'occasion pour débarrasser les fosses des chenapans qui les pourrissaient. Mais le vieux palefrenier, déjà retombé à la résignation de sa chienne d'existence, ne se fâchait plus de la mort de ses enfants, répondait simplement d'un geste de conciliation. La cage se décrocha, on fila dans le noir. Personne ne parlait. Tout d'un coup, comme on était aux 2/3 de la descente, il y eut un frottement terrible. Les fers craquaient, les hommes furent jetés les uns contre les autres. « Nom de Dieu !» gronda Étienne. « Est-ce qu'ils vont nous aplatir ? Nous finirons par tous y rester avec leur sacré cuvelage. Et ils disent encore qu'ils l'ont réparé. » Pourtant, la cage avait franchi l'obstacle. Elle descendait maintenant sous une pluie d'orage, si violente que les ouvriers écoutaient avec inquiétude ce ruissellement. Il s'était donc déclaré bien des fuites, dans le brandissage des joints. Pierron, interrogé, lui qui travaillait depuis plusieurs jours, ne voulut pas montrer sa peur, qui pouvait être considérée comme une attaque à la direction. Et il répondit « Oh, pas de danger, c'est toujours comme ça. Sans doute qu'on n'a pas eu le temps de brandir les pichoux. » Le torrent ronflait sur leur tête. Ils arrivèrent au fond, au dernier accrochage, sous une véritable trompe d'eau. Pas un porion n'avait eu l'idée de monter par les échelles pour se rendre compte. La pompe suffirait, les brandisseurs visiteraient les joints la nuit suivante. Dans les galeries, la réorganisation du travail donnait assez de mal. Avant de laisser les haveurs retourner à leur chantier d'abattage, l'ingénieur avait décidé que, pendant les 5 premiers jours, tous les hommes exécuteraient certains travaux de consolidation, d'une urgence absolue. Des éboulements menaçaient partout. Les voies avaient tellement souffert qu'il fallait raccommoder les boisages sur des longueurs de plusieurs centaines de mètres. En bas, on formait donc des équipes de 10 hommes, chacune sous la conduite d'un porion. Puis on les mettait à la besogne aux endroits les plus endommagés. Quand la descente fut finie, on compta que 322 mineurs étaient descendus, environ la moitié du nombre qui travaillait, lorsque la fosse se trouvait en pleine exploitation. Justement, Chaval compléta l'équipe dont Catherine et Étienne faisaient partie. Et il n'y eut pas là un hasard.
Il s'était caché d'abord derrière les camarades, puis il avait forcé la main au porion. Cette équipe-là s'en alla déblayer dans le bout de la galerie nord, à près de 3 kilomètres, un éboulement qui bouchait une voie de la veine 18 pouces. On attaqua les roches éboulées à la pioche et à la pelle. Étienne, Chaval et 5 autres déblayaient, tandis que Catherine, avec 2 galibots, roulait les terres au plan incliné. Les paroles étaient rares, le porion ne les quittait pas. Cependant, les 2 galants de la herscheuse furent sur le point de s'allonger des gifles. Tout en grognant qu'ils n'en voulaient plus de cette traînée, l'ancien s'occupait d'elle, la bousculait sournoisement, si bien que le nouveau l'avait menacé d'une danse s'il ne la laissait pas tranquille. Leurs yeux se mangeaient, on dut les séparer. Vers 8 heures, Dansaert passa donner un coup d'œil au travail. Il paraissait d'une humeur exécrable, il s'emporta contre le porion, rien ne marchait. Les bois demandaient à être remplacés au fur et à mesure. Est-ce que c'était fichu, de la besogne pareille? Et il partit en annonçant qu'il reviendrait avec l'ingénieur. Il attendait Négrel depuis le matin, sans comprendre la cause de ce retard. 1 heure encore s'écoula. Le porion avait arrêté le déblaiement pour employer tout son monde à étayer le toit. Même la herscheuse et les 2 galibots ne roulaient plus, préparaient et apportaient les pièces du boisage. Dans ce fond de galerie, l'équipe se trouvait comme aux avant-postes, perdue à une extrémité de la mine, sans communication désormais avec les autres chantiers. 3 ou 4 fois, des bruits étranges. De lointains galops firent bien tourner la tête aux travailleurs. Qu'était-ce donc? On aurait dit que les voies se vidaient, que les camarades remontaient déjà, et au pas de course. Mais la rumeur se perdait dans le profond silence. Ils se remettaient à caler les bois, étourdis par les grands coups de marteau. Enfin, on reprit le déblaiement. Le roulage recommença. Dès le premier voyage, Catherine, effrayée, revint en disant qu'il n'y avait plus personne au plan incliné. « J'ai appelé, on n'a pas répondu. Tous ont fichu le camp. » Le saisissement fut tel que les 10 hommes jetèrent leurs outils pour galoper. Cette idée d'être abandonnés, seuls au fond de la fosse, si loin de l'accrochage, les affolait. Ils n'avaient gardé que leurs lampes. Ils couraient à la file, les hommes, les enfants, la herscheuse. Et le porion lui-même perdait la tête, jetait des appels de plus en plus effrayés du silence, de ce désert des galeries qui s'étendait sans fin. Qu'arrivait-il pour qu'on ne rencontrât pas une âme? Quel accident avait pu emporter ainsi les camarades? Leur terreur s'accroissait de l'incertitude du danger, de cette menace qu'ils sentaient là sans la connaître. Enfin, comme ils approchaient de l'accrochage, un torrent leur barra la route. Ils eurent tout de suite de l'eau jusqu'aux genoux, et ils ne pouvaient plus courir. Ils fendaient péniblement le flot avec la pensée qu'1 minute de retard allait être la mort. « Nom de Dieu, c'est le cuvelage qui a crevé !» cria Étienne. « Je le disais bien que nous y resterions !» Depuis la descente, Pierron, très inquiet, voyait augmenter le déluge qui tombait du puits. Tout en embarquant les berlines avec 2 autres, il levait la tête, la face trempée des grosses gouttes, les oreilles bourdonnantes du ronflement de la tempête, là-haut. Mais il trembla surtout quand il s'aperçut que, sous lui, le puisard, le bougnou profond de 10 mètres, s'emplissait. Déjà l'eau jaillissait du plancher, débordait sur les dalles de fonte. Et c'était une preuve que la pompe ne suffisait plus à épuiser les fuites. Il l'entendait s'essouffler avec un hoquet de fatigue. Alors il avertit Dansaert, qui jura de colère en répondant qu'il fallait attendre l'ingénieur. 2 fois il revint à la charge, sans tirer de lui autre chose que des haussements d'épaules exaspérés. Eh bien, l'eau montait, que pouvait-il y faire? Mouque parut avec Bataille qu'il conduisait à la corvée. Et il dut le tenir des 2 mains. Le vieux cheval somnolent s'était brusquement cabré, la tête allongée vers le puits, hennissant à la mort. « Quoi donc, philosophe? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ah, c'est parce qu'il pleut. Viens donc, ça ne te regarde pas. » Mais la bête frissonnait de tout son poil. Il la traîna de force au roulage. Presque au même instant,
Comme Mouque et Bataille disparaissaient au fond d'une galerie, un craquement eut lieu en l'air, suivi d'un vacarme prolongé de chute. C'était une pièce de cuvelage qui se détachait, qui tombait de 180 mètres en rebondissant contre les parois. Pierron et les autres chargeurs purent se garer, la planche de chêne broya seulement une berline vide. En même temps, un paquet d'eau, le flot jaillissant d'une digue crevée, ruisselait. Dansaert voulut monter voir, mais il parlait encore qu'une seconde pièce déboula et, devant la catastrophe menaçante, effaré, il n'hésita plus. Il donna l'ordre de la remonte, lança des porions pour avertir les hommes dans les chantiers. Alors commença une effroyable bousculade. De chaque galerie, des files d'ouvriers arrivaient au galop, se ruaient à l'assaut des cages. On s'écrasait, on se tuait pour être remonté tout de suite. Quelques-uns qui avaient eu l'idée de prendre le goyot des échelles redescendirent en criant que le passage y était bouché déjà. C'était l'épouvante de tous, après chaque départ d'une cage. Celle-là venait de passer, mais qui savait si la suivante passerait encore au milieu des obstacles dont le puits s'obstruait. En haut, la débâcle devait continuer. On entendait une série de sourdes détonations, les bois qui se fendaient, qui éclataient dans le grondement continu et croissant de l'averse. Une cage bientôt fut hors d'usage, défoncée, ne glissant plus entre les guides, rompue sans doute. L'autre frottait tellement que le câble allait casser bien sûr. Et il restait une centaine d'hommes à sortir. Tous râlaient, se cramponnaient, ensanglantés, noyés. 2 furent tués par des chutes de planches. Un troisième, qui avait empoigné la cage, retomba de 50 mètres et disparut dans le bougnou. Dansaert, cependant, tâchait de mettre de l'ordre. Armé d'une rivelaine, il menaçait d'ouvrir le crâne aux premiers qui n'obéiraient pas. Et il voulait les ranger à la file. Il criait que les chargeurs sortiraient les derniers, après avoir emballé les camarades. On ne l'écoutait pas. Il avait empêché Pierron, lâche et blême, de filer un des premiers. À chaque départ, il devait l'écarter d'une gifle. Mais lui-même claquait des dents. 1 minute de plus, et il était englouti. Tout crevait là-haut. C'était un fleuve débordé, une pluie meurtrière de charpente. Quelques ouvriers accouraient encore, lorsque, fou de peur, il sauta dans une berline en laissant Pierron y sauter derrière lui. La cage monta. À ce moment, l'équipe d'Étienne et de Chaval débouchait dans l'accrochage. Ils virent la cage disparaître, ils se précipitèrent. Mais il leur fallut reculer sous l'écroulement final du cuvelage. Le puits se bouchait, la cage ne redescendrait pas. Catherine sanglotait, Chaval s'étranglait à crier des jurons. On était une vingtaine. Est-ce que ces cochons de chef les abandonneraient ainsi? Le père Mouque, qui avait ramené Bataille, sans hâte, le tenait encore par la bride. Tous les deux stupéfiés, le vieux et la bête, devant la hausse rapide de l'inondation. L'eau déjà montait aux cuisses. Étienne, muet, les dents serrées, souleva Catherine entre les bras. Et les vins hurlaient, la face en l'air, les vins s'entêtaient, imbéciles, à regarder le puits, ce trou éboulé qui crachait un fleuve, et d'où ne pouvait plus leur venir aucun secours. Au jour, Dansaert, en débarquant, aperçut Négrel qui accourait. Madame Hennebeau, par une fatalité, l'avait, ce matin-là, au saut du lit, retenu à feuilleter des catalogues pour l'achat de la corbeille. Il était 10 heures. « Eh bien, qu'arrive-t-il donc » cria-t-il de loin. « La fosse est perdue » répondit le maître Porion. Et il conta la catastrophe, en bégayant, tandis que l'ingénieur, incrédule, haussait les épaules. « Allons donc, est-ce qu'un cuvelage se démolissait comme ça? On exagérait, il fallait voir. » Personne n'est resté au fond, n'est-ce pas? Dansaert se troublait. Non, personne. Il l'espérait du moins. Pourtant, des ouvriers avaient pu s'attarder. « Mais, nom d'un chien !» dit Négrel. « Pourquoi êtes-vous sortis, alors? Est-ce qu'on lâche ces hommes ?» Tout de suite, il donna l'ordre de compter les lampes. Le matin, on en avait distribué 322, et l'on n'en retrouvait que 255. Seulement, plusieurs ouvriers avouaient que la leur était restée là-bas, tombée de leurs mains, dans les bousculades de la panique.
On tâcha de procéder à un appel. Il fut impossible d'établir un nombre exact. Des mineurs s'étaient sauvés, d'autres n'entendaient plus leur nom. Personne ne tombait d'accord sur les camarades manquants. Ils étaient peut-être 20, peut-être 40. Et, seule, une certitude se faisait pour l'ingénieur. Il y avait des hommes au fond. On distinguait leurs hurlements dans le bruit des eaux, à travers les charpentes écroulées, lorsqu'on se penchait à la bouche du puits. Le premier soin de Négrel fut d'envoyer chercher M. Hennebeau et de vouloir fermer la fosse. Mais il était déjà trop tard. Les charbonniers qui avaient galopé au coron des 240, comme poursuivis par les craquements du cuvelage, venaient d'épouvanter les familles. Et des bandes de femmes, des vieux, des petits, dévalaient en courant, secoués de cris et de sanglots. Et il fallut les repousser. Un cordon de surveillants fut chargé de les maintenir, car ils auraient gêné les manœuvres. Beaucoup des ouvriers remontés du puits demeuraient là, stupides, sans penser à changer de vêtements, retenus par une fascination de la peur, en face de ce trou effrayant où ils avaient failli rester. Les femmes, éperdues autour d'eux, les suppliaient, les interrogeaient, demandaient les noms. Est-ce que celui-ci en était? Et celui-là? Et cet autre? Ils ne savaient pas. Ils balbutiaient. Ils avaient de grands frissons et des gestes de fous, des gestes qui écartaient une vision abominable, toujours présente. La foule augmentait rapidement. Une lamentation montait des routes. Et, là-haut, sur le terri, dans la cabane de Bonnemort, il y avait, assis par terre, un homme, Souvarine, qui ne s'était pas éloigné et qui regardait. « Les noms! Les noms !» criaient les femmes d'une voix étranglée de larmes. Négrel parut un instant, jeta ces mots. « Dès que nous saurons les noms, nous les ferons connaître. Mais rien n'est perdu, tout le monde sera sauvé. Je descends. » Alors, muette d'angoisse, la foule attendit. En effet, avec une bravoure tranquille, l'ingénieur s'apprêtait à descendre. Il avait fait décrocher la cage, en donnant l'ordre de la remplacer au bout du câble par un cuffat. Et, comme il se doutait que l'eau éteindrait sa lampe, il commanda d'en attacher une autre sous le cuffat qui la protégerait. Des porions, tremblants, la face blanche et décomposée, aidaient à ces préparatifs. « Vous descendez avec moi, dans Saher, » dit Négrel d'une voix brève. Puis, quand il les vit tous sans courage, quand il vit le maître porion chanceler, ivre d'épouvante, il l'écarta d'un geste de mépris. « Non, vous m'embarrasseriez. J'aime mieux être seul. » Déjà, il était dans l'étroit baquet qui vacillait à l'extrémité du câble, et, tenant d'une main sa lampe, serrant de l'autre la corde du signal, il criait lui-même au machineur. « Doucement !» La machine mit en branle les bobines. Négrel disparut dans le gouffre, d'où montait le hurlement des misérables. En haut, rien n'avait bougé. Il constata le bon état du cuvelage supérieur. Balancé au milieu du puits, il virait, il éclairait les parois. Les fuites, entre les joints, étaient si peu abondantes que sa lampe n'en souffrait pas. Mais, à 300 mètres, lorsqu'il arriva au cuvelage inférieur, elle s'éteignit selon ses prévisions. Un jaillissement avait empli le cuffat. Dès lors, il n'eut plus pour y voir que la lampe pendue qui le précédait dans les ténèbres. Et, malgré sa témérité, un frisson le pâlit en face de l'horreur du désastre. Quelques pièces de bois restaient seules, les autres s'étaient effondrées avec leurs cadres. Derrière, d'énormes cavités se creusaient, les sables jaunes d'une finesse de farine coulaient par masses considérables, tandis que les eaux du torrent, de cette mer souterraine aux tempêtes et aux naufrages ignorés, s'épanchaient en un dégorgement d'écluses. Il descendit encore, perdu au centre de ces vides qui augmentaient sans cesse, battu et tournoyant sous la tombe des sources, si mal éclairé par l'étoile rouge de la lampe, filant en bas, qu'il croyait distinguer des rues, des carrefours de villes détruites, très loin dans le jeu des grandes ombres mouvantes. Aucun travail humain n'était plus possible. Il ne gardait qu'un espoir, celui de tenter le sauvetage des hommes en péril. À mesure qu'il s'enfonçait, il entendait grandir le hurlement, et il lui fallut s'arrêter. Un obstacle infranchissable barrait le puits. Un amas de charpentes, les madriers rompus des guides, les cloisons fendues des goyots
s'enchevêtrant avec les guidonnages arrachés de la pompe. Comme il regardait longuement, le cœur serré, le hurlement cessa tout d'un coup. Sans doute, devant la crue rapide, les misérables venaient de fuir dans les galeries, si le flot ne leur avait pas déjà empli la bouche. Négrel dut se résigner à tirer la corde du signal pour qu'on le remontât. Puis il se fit arrêter de nouveau. Une stupeur lui restait, celle de cet accident, si brusque, dont il ne comprenait pas la cause. Il désirait se rendre compte. Il examina les quelques pièces du cuvelage qui tenaient bon. À distance, des déchirures, des entailles dans le bois l'avaient surpris. Sa lampe agonisait, noyée d'humidité, et il toucha de ses doigts, il reconnut très nettement des coups de scie, des coups de vilebrequin, tout un travail abominable de destruction. Évidemment, on avait voulu cette catastrophe. Il demeurait béant, les pièces craquèrent, s'abîmèrent avec leurs cadres dans un dernier glissement qui faillit l'emporter lui-même. Sa bravoure s'en était allée. L'idée de l'homme qui avait fait ça dressait ses cheveux, le glaçait de la peur religieuse du mal, comme si, mêlé aux ténèbres, l'homme eût encore été là, énorme pour son forfait démesuré. Il cria, il agita le signal d'une main furieuse. Et il était grand temps d'ailleurs, car il s'aperçut, sans mettre plus haut, que le cuvelage supérieur se mettait à son tour en mouvement. Les joints s'ouvraient, perdaient leur brandissage d'étoupe, lâchaient des ruisseaux. Ce n'était à présent qu'une question d'heure, le puits achèverait de se décuveler et s'écroulerait. Au jour, M. Hennebeau, anxieux, attendait Négrel. « Eh bien, quoi ?» demanda-t-il. Mais l'ingénieur, étranglé, ne parlait point. Il défaillait. « Ce n'est pas possible. Jamais on n'a vu ça. As-tu examiné ?» « Oui, » il répondait de la tête, avec des regards défiants. Il refusait de s'expliquer en présence des quelques porions qui écoutaient. Il emmena son oncle à 10 mètres, ne se jugea pas assez loin, recula encore. Puis, très bas, à l'oreille, il lui dit enfin l'attentat, les planches trouées et sciées, la fosse saignée au cou et râlant. Devenu blême, le directeur baissait aussi la voix, dans le besoin instinctif qui fait le silence sur la monstruosité des grandes débauches et des grands crimes. Il était inutile d'avoir l'air de trembler devant les 10 000 ouvriers de Montsou. Plus tard, on verrait. Et tous deux continuaient à chuchoter, atterrés qu'un homme eût trouvé le courage de descendre, de se pendre au milieu du vide, de risquer sa vie 20 fois pour cette effroyable besogne. Il ne comprenait même pas cette bravoure folle dans la destruction. Il refusait de croire malgré l'évidence, comme on doute de ces histoires d'évasion célèbres, de ces prisonniers envolés par des fenêtres à 30 mètres du sol. Lorsque M. Hennebeau se rapprocha des porions, un tic nerveux tirait son visage. Il eut un geste de désespoir. Il donna l'ordre d'évacuer la fosse tout de suite. Ce fut une sortie lugubre d'enterrement, un abandon muet avec des coups d'œil en arrière, sur ces grands corps de briques, vides et encore debout, que rien désormais ne pouvait sauver. Et comme le directeur et l'ingénieur descendaient les derniers de la recette, la foule les accueillit de sa clameur, répétée obstinément. « Les noms! Les noms! Dites les noms !» Maintenant, la Maheude était là, parmi les femmes. Elle se rappelait le bruit de la nuit. Sa fille et le logeur avaient dû partir ensemble. Ils se trouvaient pour sûr au fond. Et, après avoir crié que c'était bien fait, qu'ils méritaient d'y rester, les sans-cœurs, les lâches, elle était accourue, elle se tenait au premier rang, grelottante d'angoisse. D'ailleurs, elle n'osait plus douter. La discussion qui s'élevait autour d'elle sur les noms la renseignait. Oui, Catherine y était. Étienne aussi, un camarade les avait vus. Mais, au sujet des autres, l'accord ne se faisait toujours pas. Non, pas celui-ci. Celui-là, au contraire, peut-être Chaval, avec lequel pourtant un galibot jurait d'être remonté. La Levaque et la Pierronne, bien qu'elles n'eussent personne en péril, s'acharnaient, se lamentaient aussi fort que les autres. Sorti un des premiers, Zacharie, malgré son air de se moquer de tout, avait embrassé en pleurant sa femme et sa mère. Et, demeuré près de celle-ci, il grelottait avec elle, montrant, pour sa sœur, un débordement inattendu de tendresse,
refusant de la croire là-bas, tant que les chefs ne l'auraient pas constaté officiellement. « Les noms! Les noms! De grâce, les noms !» Négrel, énervé, dit très haut aux surveillants. « Mais faites-les donc taire! C'est à mourir de chagrin! Nous ne le savons pas, les noms !» 2 heures s'étaient passées déjà. Dans le premier effarement, personne n'avait songé à l'autre puits, au vieux puits de Réquillart. Monsieur Hennebeau annonçait qu'on allait tenter le sauvetage de ce côté, lorsqu'une rumeur courut. 5 ouvriers, justement, venaient d'échapper à l'inondation en remontant par les échelles pourries de l'ancien goyot hors d'usage. Et l'on nommait le père Mouque. Cela causait une surprise, personne ne le croyait au fond. Mais le récit des 5 évadés redoublait les larmes. 15 camarades n'avaient pu les suivre, égarés, murés par des éboulements, et il n'était plus possible de les secourir, car il y avait déjà 10 mètres de crue dans Réquillart. On connaissait tous les noms. L'air s'emplissait d'un gémissement de peuple égorgé. « Faites-les donc taire !» répéta Négrel furieux. « Et qu'ils reculent. Oui, oui, à 100 mètres. Il y a du danger. Repoussez-les. Repoussez-les. » Il fallut se battre contre ces pauvres gens. Ils s'imaginaient d'autres malheurs. On les chassait pour leur cacher des morts. Et les porions durent leur expliquer que le puits allait manger la fosse. Cette idée les rendit muets de saisissement. Ils finirent par se laisser refouler pas à pas, mais on fut obligé de doubler les gardiens qui les contenaient, car, malgré eux, comme attirés, ils revenaient toujours. 1 millier de personnes se bousculaient sur la route. On accourait de tous les corons, de Montsou même. Et l'homme, en haut, sur le terri, l'homme blond, à la figure de fille, fumait des cigarettes pour patienter, sans quitter la fosse de ses yeux clairs. Alors, l'attente commença. Il était midi, personne n'avait mangé et personne ne s'éloignait. Dans le ciel brumeux, d'un gris sale, passaient lentement des nuées couleur de rouille. Un gros chien, derrière la haie de Rasseneur, aboyait violemment, sans relâche, irrité du souffle vivant de la foule. Et cette foule, peu à peu, s'était répandue dans les terres voisines, avait fait le cercle autour de la fosse, à 100 mètres. Au centre du grand vide, le Voreux se dressait. Plus une âme, plus un bruit, un désert. Les fenêtres et les portes, restées ouvertes, montraient l'abandon intérieur. Un chat rouge, oublié, flairant la menace de cette solitude, sauta d'un escalier et disparut. Sans doute les foyers des générateurs s'éteignaient à peine, car la haute cheminée de briques lâchait de légères fumées sous les nuages sombres, tandis que la girouette du beffroi grinçait au vent d'un petit cri aigre, la seule voix mélancolique de ces vastes bâtiments qui allaient mourir. À 2 heures, rien n'avait bougé. Monsieur Hennebeau, Négrel, d'autres ingénieurs accourus, formaient un groupe de redingotes et de chapeaux noirs, en avant du monde. Et eux non plus ne s'éloignaient pas, les jambes rompues de fatigue, fiévreux, malades d'assister impuissants à un pareil désastre, ne chuchotant que de rares paroles, comme au chevet d'un moribond. Le cuvelage supérieur devait achever de s'effondrer. On entendait de brusques retentissements, des bruits saccadés de chutes profondes, auxquels succédaient de grands silences. C'était la plaie qui s'agrandissait toujours. L'éboulement commencé par le bas montait, se rapprochait de la surface. Une impatience nerveuse avait pris Négrel. Il voulait voir, et il s'avançait déjà, seul dans ce vide effrayant, lorsqu'on s'était jeté à ses épaules. À quoi bon? Il ne pouvait rien empêcher. Cependant, un mineur, un vieux, trompant la surveillance, galopa jusqu'à la baraque. Mais il reparut tranquillement. Il était allé chercher ses sabots. 3 heures sonnèrent. Rien encore. Une averse avait trempé la foule, sans qu'elle reculât d'un pas. Le chien de Rasseneur s'était remis à aboyer. Et ce fut à 3h20 seulement qu'une première secousse ébranla la terre. Le Voreux en frémit, solide, toujours debout. Mais une seconde suivit aussitôt, et un long cri sortit des bouches ouvertes. Le hangar goudronné du criblage, après avoir chancelé 2 fois, venait de s'abattre avec un craquement terrible. Sous la pression énorme, les charpentes se rompaient et frottaient si fort qu'il en jaillissait des gerbes d'étincelles.
Dès ce moment, la terre ne cessa de trembler, les secousses se succédaient, des affaissements souterrains, des grondements de volcans en éruption. Au loin, le chien n'aboyait plus, il poussait des hurlements plaintifs, comme s'il eût annoncé les oscillations qu'il sentait venir. Et les femmes, les enfants, tout ce peuple qui regardait ne pouvait retenir une clameur de détresse, à chacun de ces bonds qui les soulevaient. En moins de 10 minutes, la toiture ardoisée du beffroi s'écroula, la salle de recette et la chambre de la machine se fendirent, se trouèrent d'une brèche considérable. Puis les bruits se turent, l'effondrement s'arrêta, il se fit de nouveau un grand silence. Pendant 1 heure, le Voreux resta ainsi, entamé, comme bombardé par une armée de barbares. On ne criait plus, le cercle élargi des spectateurs regardait. Sous les poutres, en tas du criblage, on distinguait les culbuteurs fracassés, les trémies crevés et tordus. Mais c'était surtout à la recette que les débris s'accumulaient, au milieu de la pluie des briques, parmi des pans de murs entiers tombés en gravats. La charpente de fer qui portait les molettes avait fléchi, enfoncée à moitié dans la fosse. Une cage était restée pendue. Un bout de câble arraché flottait. Puis il y avait une bouillie de berlines, de dalles de fonte, d'échelles. Par un hasard, la lampisterie, demeurée intacte, montrait à gauche les rangées claires de ses petites lampes. Et, au fond de sa chambre éventrée, on apercevait la machine, assise carrément sur son massif de maçonnerie. Les cuivres luisaient, les gros membres d'acier avaient un air de muscle indestructible, l'énorme bielle, repliée en l'air, ressemblait aux puissants genoux d'un géant couché et tranquille dans sa force. Monsieur Hennebeau, au bout de 7 heures de répit, sentit l'espoir renaître. Le mouvement des terrains devait être terminé. On aurait la chance de sauver la machine et le reste des bâtiments. Mais il défendait toujours qu'on s'approchât. Il voulait patienter une demi-heure encore. L'attente devint insupportable. L'espérance redoublait l'angoisse. Tous les cœurs battaient. Une nuée sombre, grandie à l'horizon, hâtait le crépuscule. Une tombée de jour sinistre sur cette épave des tempêtes de la terre. Depuis 7 heures, on était là, sans remuer, sans manger. Et, brusquement, comme les ingénieurs s'avançaient avec prudence, une suprême convulsion du sol les mit en fuite. Des détonations souterraines éclataient, toute une artillerie monstrueuse cartonnant le gouffre. À la surface, les dernières constructions se culbutaient, s'écrasaient. D'abord, une sorte de tourbillon emporta les débris du criblage et de la salle de recette. Le bâtiment des chaudières creva ensuite, disparut. Puis ce fut la tourelle carrée où râlait la pompe d'épuisement qui tomba sur la face, ainsi qu'un homme fauché par un boulet. Et l'on vit alors une effrayante chose. On vit la machine, disloquée sur son massif, les membres écartelés, lutter contre la mort. Elle marcha, elle détendit sa bielle, son genou géante, comme pour se lever. Mais elle expirait, broyée, engloutie. Seule, la haute cheminée de 30 mètres restait debout, secouée, pareille à un mât dans l'ouragan. On croyait qu'elle allait s'émietter et voler en poudre, lorsque tout d'un coup, elle s'enfonça d'un bloc, bu par la terre, fondu ainsi qu'un cierge colossal. Et rien ne dépassait, pas même la pointe du paratonnerre. C'était fini. La bête mauvaise, accroupie dans ce creux, gorgée de chair humaine, ne soufflait plus de son haleine grosse et longue. Tout entier, le Voreux venait de couler à l'abîme. Hurlante, la foule se sauva. Des femmes couraient en se cachant les yeux. L'épouvante roula des hommes comme un tas de feuilles sèches. On ne voulait pas crier, et on criait, la gorge enflée, les bras en l'air, devant l'immense trou qui s'était creusé, ce cratère de volcan éteint, profond de 15 mètres, s'étendait de la route au canal, sur une largeur de 40 mètres au moins. Tout le carreau de la mine y avait suivi les bâtiments, les tréteaux gigantesques, les passerelles avec leurs rails, un train complet de berlines, 3 wagons, sans compter la provision des bois, une futaie de perches coupées, avalées comme des pailles. Au fond,
On ne distinguait plus qu'un gâchis de poutres, de briques, de fer, de plâtre, d'affreux restes pilés, enchevêtrés, salis dans cet encagement de la catastrophe. Et le trou s'arrondissait, des gerçures partaient des bords, gagnaient au loin à travers les champs. Une fente montait jusqu'au débit de Rasseneur, dont la façade avait craqué. Est-ce que le coron lui-même y passerait ? Jusqu'où devait-on fuir pour être à l'abri dans cette fin de jour abominable, sous cette nuée de plomb qui, elle aussi, semblait vouloir écraser le monde ? Mais Négrel eut un cri de douleur. M. Hennebeau, qui avait reculé, pleura. Le désastre n'était pas complet. Une berge se rompit, et le canal se versa d'un coup en une nappe bouillonnante dans une des gerçures. Il y disparaissait. Il y tombait comme une cataracte dans une vallée profonde. La mine buvait cette rivière. L'inondation, maintenant, submergeait les galeries pour des années. Bientôt, le cratère s'emplit. Un lac d'eau boueuse occupa la place où était naguère le Voreux, pareil à ces lacs sous lesquels dorment des villes maudites. Un silence terrifié s'était fait. On n'entendait plus que la chute de cette eau ronflant dans les entrailles de la terre. Alors, sur le terri ébranlé, Souvarine se leva. Il avait reconnu la Maheude et Zacharie, sanglotant en face de cet effondrement dont le poids pesait si lourd sur les têtes des misérables qui agonisaient au fond. Et il jeta sa dernière cigarette. Il s'éloigna sans un regard en arrière, dans la nuit devenue noire. Au loin, son ombre diminua, se fondit avec l'ombre. C'était là-bas qu'il allait, à l'inconnu. Il allait, de son air tranquille, à l'extermination, partout où il y aurait de la dynamite, pour faire sauter les villes et les hommes. Ce sera lui, sans doute, quand la bourgeoisie agonisante entendra, sous elle, à chacun de ses pas, éclater le pavé des rues. Chapitre 4. Dans la nuit même qui avait suivi l'écroulement du Voreux, M. Hennebeau était parti pour Paris, voulant en personne renseigner les régisseurs, avant que les journaux pussent même donner la nouvelle. Et quand il fut de retour, le lendemain, on le trouva très calme, avec son air de gérant correct. Il avait évidemment dégagé sa responsabilité. Sa faveur ne parut pas décroître, au contraire, le décret qui le nommait officier de la Légion d'honneur fut signé 24 heures après. Mais, si le directeur restait sauf, la compagnie chancelait sous le coup terrible. Ce n'était point les quelques millions perdus, c'était la blessure au flanc, la frayeur sourde et incessante du lendemain en face de l'égorgement d'un de ses puits. Elle fut si frappée qu'une fois encore elle sentit le besoin du silence. À quoi bon remuer cette abomination ? Pourquoi, si l'on découvrait le bandit, faire un martyr dont l'effroyable héroïsme détraquerait d'autres têtes, enfanterait toute une lignée d'incendiaires et d'assassins ? D'ailleurs, elle ne soupçonna pas le vrai coupable. Elle finissait par croire à une armée de complices, ne pouvant admettre qu'un seul homme eût trouvé l'audace et la force d'une telle besogne. Et là, justement, était la pensée qui l'obsédait, cette pensée d'une menace désormais grandissante autour de ses fosses. Le directeur avait reçu l'ordre d'organiser un vaste système d'espionnage, puis de congédier un à un, sans bruit, les hommes dangereux, soupçonnés d'avoir trempé dans le crime. On se contenta de cette épuration, d'une haute prudence politique. Il n'y eut qu'un renvoi immédiat, celui de Dansaert, le maître Porion. Depuis le scandale chez la Pierronne, il était devenu impossible. Et l'on prétexta son attitude dans le danger, cette lâcheté du capitaine abandonnant ses hommes. D'autre part, c'était une avance discrète aux mineurs, qui l'exécraient. Cependant, parmi le public, des bruits avaient transpiré, et la direction dut envoyer une note rectificative à un journal pour démentir une version où l'on parlait d'un baril de poudre allumé par les grévistes. Déjà, après une rapide enquête, le rapport de l'ingénieur du gouvernement concluait à une rupture naturelle du cuvelage que le tassement des terrains aurait occasionné. Et la compagnie avait préféré se taire et accepter le blâme d'un manque de surveillance. Dans la presse, à Paris, dès le 3e jour, la catastrophe était allée grossir les faits divers.
On ne causait plus que des ouvriers agonisant au fond de la mine. On usait avidement les dépêches publiées chaque matin. À Montsou même, les bourgeois blêmissaient et perdaient la parole au seul nom du Voreux. Une légende se formait, que les plus hardis tremblaient de se raconter à l'oreille. Tout le monde montrait aussi une grande pitié pour les victimes. Des promenades s'organisaient à la fosse détruite. On y accourait en famille, se donnait l'horreur des décombres, pesant si lourd sur la tête des misérables ensevelis. Deneulin, nommé ingénieur divisionnaire, venait de tomber au milieu du désastre pour son entrée en fonction. Et son premier soin fut de refouler le canal dans son lit, car ce torrent d'eau aggravait le dommage à chaque heure. De grands travaux étaient nécessaires. Il mit tout de suite une centaine d'ouvriers à la construction d'une digue. 2 fois, l'impétuosité du flot emporta les premiers barrages. Maintenant, on installait des pompes. C'était une lutte acharnée, une reprise violente, pas à pas, de ces terrains disparus. Mais le sauvetage des mineurs engloutis passionnait plus encore. Négrel restait chargé de tenter un effort suprême, et les bras ne lui manquaient pas. Tous les charbonniers accouraient s'offrir dans un élan de fraternité. Ils oubliaient la grève, ils ne s'inquiétaient point de la paix. On pouvait ne leur donner rien, ils ne demandaient qu'à risquer leur peau du moment où il y avait des camarades en danger de mort. Tous étaient là, avec leurs outils, frémissants, attendant de savoir à quelle place il fallait taper. Beaucoup, malades de frayeur après l'accident, agités de tremblements nerveux, trempés de sueur froide, dans l'obsession de continuels cauchemars, se levaient quand même, se montraient les plus enragés à vouloir se battre contre la terre. Comme s'ils avaient une revanche à prendre. Malheureusement, l'embarras commençait devant cette question d'une besogne utile. Que faire? Comment descendre? Par quel côté attaquer les roches? L'opinion de Négrel était que pas un des malheureux ne survivait. Les 15 avaient à coup sûr péri, noyés ou asphyxiés. Seulement, dans ces catastrophes des mines, la règle est de toujours supposer vivants les hommes murés au fond. Et il raisonnait en ce sens. Le premier problème qu'il se posait était de déduire où ils avaient pu se réfugier. Les porions, les vieux mineurs consultés par lui, tombaient d'accord sur ce point. Devant la crue, les camarades étaient certainement montés de galerie en galerie, jusque dans les tailles les plus hautes, de sorte qu'ils se trouvaient sans doute acculés au bout de quelques voies supérieures. Cela, du reste, s'accordait avec les renseignements du père Mouque, dont le récit embrouillé donnait même à croire que l'affolement de la fuite avait séparé la bande en petits groupes, semant les fuyards en chemin à tous les étages. Mais les avis des porions se partageaient ensuite, dès qu'on abordait la discussion des tentatives possibles. Comme les voies les plus proches du sol étaient à 150 mètres, on ne pouvait songer au fonçage d'un puits. Restait Riquillard, l'accès unique, le seul point par lequel on se rapprochait. Le pis était que la vieille fosse, inondée elle aussi, ne communiquait plus avec le Voreux et n'avait de libre, au-dessus du niveau des eaux, que des tronçons de galeries dépendant du premier accrochage. L'épuisement allait demander des années. La meilleure décision était donc de visiter ces galeries pour voir si elles n'avoisinaient pas les voies submergées au bout desquelles on soupçonnait la présence des mineurs en détresse. Avant d'en arriver là logiquement, on avait beaucoup discuté pour écarter une foule de projets impraticables. Dès lors, Négrel remua la poussière des archives, et quand il eut découvert les anciens plans des 2 fosses, il les étudia, il détermina les points où devaient porter les recherches. Peu à peu, cette chasse l'enflammait. Il était à son tour pris d'une fièvre de dévouement, malgré son ironique insouciance des hommes et des choses. On éprouva de premières difficultés pour descendre à Riquillard. Il fallut déblayer la bouche du puits, abattre le sorbier, raser les pruneliers et les aubépines. Et l'on eut encore à réparer les échelles. Puis les tâtonnements commencèrent. L'ingénieur descendu avec 10 ouvriers les faisait taper du fer de leurs outils contre certaines parties de la veine qu'il leur désignait. Et, dans un grand silence, chacun collait une oreille à la houille, écoutait si des coups lointains ne répondaient pas. Mais on parcourut en vain toutes les galeries praticables. Aucun écho ne venait. L'embarras avait augmenté. À quelle place entailler la couche? Vers qui marcher, puisque personne ne paraissait être là?
On s'entêtait pourtant, on cherchait, dans l'énervement d'une anxiété croissante. Depuis le premier jour, la Maheude arrivait le matin à Réquillart. Elle s'asseyait devant le puits, sur une poutre, elle n'en bougeait pas jusqu'au soir. Quand un homme ressortait, elle se levait, le questionnait des yeux. Rien? Non, rien. Et elle se rasseyait, elle attendait encore sans une parole, le visage dur et fermé. Jeanlin, lui aussi, en voyant qu'on envahissait son repère, avait rôdé, de l'air effaré d'une bête de proie dont le terrier va dénoncer les rapines. Il songeait au petit soldat, couché sous les roches, avec la peur qu'on allât troubler ce bon sommeil. Mais ce côté de la mine était envahi par les eaux, et d'ailleurs les fouilles se dirigeaient plus à gauche dans la galerie ouest. D'abord, Philomène était venue également pour accompagner Zacharie, qui faisait partie de l'équipe de recherche. Puis cela l'avait ennuyée de prendre froid sans nécessité ni résultat. Elle restait au coron, elle traînait ses journées de femme molle, indifférente, occupée à tousser du matin au soir. Au contraire, Zacharie ne vivait plus, aurait mangé la terre pour retrouver sa sœur. Il criait la nuit, il la voyait, il l'entendait, toute maigrie de faim, la gorge crevée à force d'appeler au secours. 2 fois, il avait voulu creuser sans ordre, disant que c'était là, qu'il le sentait bien. L'ingénieur ne le laissait plus descendre, et il ne s'éloignait pas de ce puits dont on le chassait. Il ne pouvait même s'asseoir et attendre près de sa mère, agité d'un besoin d'agir, tournant sans relâche. On était au 3e jour. Négrel, désespéré, avait résolu de tout abandonner le soir. À midi, après le déjeuner, lorsqu'il revint avec ses hommes pour tenter un dernier effort, il fut surpris de voir Zacharie sortir de la fosse très rouge, gesticulant, criant « Elle y est! Elle m'a répondu! Arrivez! Arrivez donc !» Il s'était glissé par les échelles, malgré le gardien, et il jurait qu'on avait tapé, là-bas, dans la première voie de la veine Guillaume. « Mais nous avons déjà passé 2 fois, où vous dites !» fit remarquer Négrel, incrédule. « Enfin, nous allons bien voir. » La Maheude s'était levée, et il fallut l'empêcher de descendre. Elle attendait tout debout, au bord du puits, les regards dans les ténèbres de ce trou. En bas, Négrel tapa lui-même 3 coups, largement espacés. Puis il appliqua son oreille contre le charbon, en recommandant aux ouvriers le plus grand silence. Pas un bruit ne lui arriva. Il hocha la tête. Évidemment, le pauvre garçon avait rêvé. Furieux, Zacharie tapa à son tour. Et lui entendait de nouveau. Ses yeux brûlaient. Un tremblement de joie agitait ses membres. Alors, les autres ouvriers recommencèrent l'expérience, les uns après les autres. Tous s'animaient, percevaient très bien la lointaine réponse. Ce fut un étonnement pour l'ingénieur. Il colla encore son oreille, finit par saisir un bruit d'une légèreté aérienne, un roulement rythmé à peine distinct, la cadence connue du rappel des mineurs, qu'ils battent contre la houille dans le danger. La houille transmet les sons avec une limpidité de cristal très loin. Un porion qui se trouvait là n'estimait pas à moins de 50 mètres le bloc dont l'épaisseur les séparait des camarades. Mais il semblait qu'on pût déjà leur tendre la main. Une allégresse éclatait. Négrel dut commencer à l'instant les travaux d'approche. Quand Zacharie, en haut, revit la Maheude, tous deux s'étreignirent. « Faut pas vous monter la tête !» eut la cruauté de dire la Pierronne, venue ce jour-là en promenade, par curiosité. « Si Catherine ne s'y trouvait pas, ça vous ferait trop de peine ensuite. » C'était vrai. Catherine, peut-être, se trouvait ailleurs. « Fous-moi la paix, hein !» cria rageusement Zacharie. « Elle y est, je le sais !» La Maheude s'était assise de nouveau, muette, le visage immobile, et elle se remit à attendre. Dès que l'histoire se fut répandue dans Montsou, il arriva un nouveau flot de monde. On ne voyait rien, et l'on demeurait là quand même. Il fallut tenir les curieux à distance. En bas, on travaillait jour et nuit. Par crainte de rencontrer un obstacle, l'ingénieur avait fait ouvrir, dans la veine, 3 galeries descendantes, qui convergeaient vers le point où l'on supposait les mineurs enfermés. Un seul haveur pouvait abattre la houille, sur le front étroit du boyau,
On le relayait de 2 heures en 2 heures, et le charbon dont on chargeait des corbeilles était sorti de main en main par une chaîne d'hommes qui s'allongeait à mesure que le trou se creusait. La besogne d'abord marcha très vite. On fit 6 mètres en un jour. Zacharie avait obtenu d'être parmi les ouvriers d'élite mis à l'abattage. C'était un poste d'honneur qu'on se disputait. Et il s'emportait lorsqu'on voulait le relayer après ses 2 heures de corvée réglementaire. Il volait le tour des camarades, il refusait de lâcher la rivelaine. Sa galerie bientôt fut en avance sur les autres. Il s'y battait contre la houille d'un élan si farouche qu'on entendait monter du boyau le souffle grondant de sa poitrine, pareil au ronflement de quelque forge intérieure. Quand il en sortait, boueux et noir, ivre de fatigue, il tombait par terre, on devait l'envelopper dans une couverture. Puis, chancelant encore, il s'y replongeait, et la lutte recommençait. Les grands coups sourds, les plaintes étouffées, un encagement victorieux de massacre. Le pis était que le charbon devenait dur. Il cassa 2 fois son outil, exaspéré de ne plus avancer si vite. Il souffrait aussi de la chaleur, une chaleur qui augmentait à chaque mètre d'avancement, insupportable au fond de cette trouée mince où l'air ne pouvait circuler. Un ventilateur à bras fonctionnait bien, mais l'aérage s'établissait mal. On retira à 3 reprises des haveurs évanouis que l'asphyxie étranglait. Négrel vivait au fond, avec ses ouvriers. On lui descendait ses repas. Il dormait parfois 2 heures sur une botte de paille, roulée dans un manteau. Ce qui soutenait les courages, c'était la supplication des misérables là-bas, le rappel de plus en plus distinct qu'ils battaient pour qu'on se hâtât d'arriver. À présent, il sonnait très clair, avec une sonorité musicale, comme frappée sur les lames d'un harmonica. On se guidait grâce à lui, on marchait à ce bruit cristallin, ainsi qu'on marche au canon dans les batailles. Chaque fois qu'un haveur était relayé, Négrel descendait, tapait, puis collait son oreille. Et, chaque fois, jusqu'à présent, la réponse était venue, rapide et pressante. Aucun doute ne lui restait, on avançait dans la bonne direction. Mais quelle lenteur fatale! Jamais on n'arriverait assez tôt. En 2 jours, d'abord, on avait bien abattu 13 mètres. Seulement, le 3e jour, on était tombé à 5, puis le 4e à 3. La houille se serrait, durcissait à un tel point que, maintenant, on fonçait de 2 mètres avec peine. Le 9e jour, après des efforts surhumains, l'avancement était de 32 mètres, et l'on calculait qu'on en avait devant soi une 20aine encore. Pour les prisonniers, c'était la 12e journée qui commençait, 12 fois, 24 heures, sans pain, sans feu, dans ces ténèbres glaciales. Cette abominable idée mouillait les paupières, raidissait les bras à la besogne. Il semblait impossible que des chrétiens vécussent davantage. Les coups lointains s'affaiblissaient depuis la veille, on tremblait à chaque instant de les entendre s'arrêter. Régulièrement, la Maheude venait toujours s'asseoir à la bouche du puits. Elle amenait entre ses bras Estelle qui ne pouvait rester seule du matin au soir. Heure après heure, elle suivait ainsi le travail, partageait les espérances et les abattements. C'était, dans les groupes qui stationnaient, et jusqu'à Montsou, une attente fébrile, des commentaires sans fin. Tous les cœurs du pays battaient là-bas, sous la terre. Le 9e jour, à l'heure du déjeuner, Zacharie ne répondit pas lorsqu'on l'appela pour le relais. Il était comme fou, il s'acharnait avec des jurons. Négrel, sorti un instant, ne put le faire obéir, et il n'y avait même là qu'un porion avec 3 mineurs. Sans doute, Zacharie, mal éclairé, furieux de cette lueur vacillante qui retardait sa besogne, commit l'imprudence d'ouvrir sa lampe. On avait pourtant donné des ordres sévères, car des fuites de grisou s'étaient déclarées. Le gaz séjournait en masse énorme dans ces couloirs étroits, privés d'aérage. Brusquement, un coup de foudre éclata, une trombe de feu sortit du boyau comme de la gueule d'un canon chargé à mitraille. Tout flambait, l'air s'enflammait ainsi que de la poudre, d'un bout à l'autre des galeries. Ce torrent de flammes emporta le porion et les 3 ouvriers, remonta le puits, jaillit au grand jour en une éruption, qui crachait des roches et des débris de charpente. Les curieux s'enfuirent.
La Maheude se leva, serrant contre sa gorge Estelle épouvantée. Lorsque Négrel et les ouvriers revinrent, une colère terrible les secoua. Ils frappaient la terre à coups de talon, comme une marâtre tuant au hasard ses enfants, dans les imbéciles caprices de sa cruauté. On se dévouait, on allait au secours des camarades, et il fallait encore y laisser des hommes. Après 3 grandes heures d'efforts et de danger, quand on pénétra enfin dans les galeries, la remonte des victimes fut lugubre. Ni le porion, ni les ouvriers n'étaient morts, mais des plaies affreuses les couvraient, exhalaient une odeur de chair grillée. Ils avaient bu le feu, les brûlures descendaient jusque dans leurs gorges, et ils poussaient un hurlement continu, suppliant qu'on les achevât. Des 3 mineurs, un était l'homme qui, pendant la grève, avait crevé la pompe de Gaston Marie d'un dernier coup de pioche. Les 2 autres gardaient des cicatrices aux mains, les doigts écorchés, coupés, à force d'avoir lancé des briques sur les soldats. La foule, toute pâle et frémissante, se découvrit quand ils passèrent. Debout, la Maheude attendait. Le corps de Zacharie parut enfin. Les vêtements avaient brûlé, le corps n'était qu'un charbon noir, calciné, méconnaissable. Broyé dans l'explosion, la tête n'existait plus. Et, lorsqu'on eut déposé ces restes affreux sur un brancard, la Maheude les suivit d'un pas machinal, les paupières ardentes, sans une larme. Elle tenait dans ses bras Estelle assoupie. Elle s'en allait, tragique, les cheveux fouettés par le vent. Au coron, Philomène demeura stupide, les yeux changés en fontaine, tout de suite soulagée. Mais déjà la mère était retournée du même pas à Réquillart. Elle avait accompagné son fils. Elle revenait attendre sa fille. 3 jours encore s'écoulèrent. On avait repris les travaux de sauvetage, au milieu de difficultés inouïes. Les galeries d'approche ne s'étaient heureusement pas éboulées à la suite du coup de grisou. Seulement, l'air y brûlait, si lourd et si vicié qu'il avait fallu installer d'autres ventilateurs. Toutes les 20 minutes, les haveurs se relayaient. On avançait. 2 mètres à peine les séparaient des camarades. Mais à présent, il travaillait le froid au cœur, tapant dur uniquement par vengeance. Car les bruits avaient cessé. Le rappel ne sonnait plus sa petite cadence claire. On était au 12e jour des travaux, au 15e de la catastrophe. Et, depuis le matin, un silence de mort s'était fait. Le nouvel accident redoubla la curiosité de Montsou. Les bourgeois organisaient des excursions, avec un tel entrain que les Grégoire se décidèrent à suivre le monde. On arrangea une partie. Il fut convenu qu'ils se rendraient au Voreux dans leur voiture, tandis que madame Hennebeau y amènerait dans la sienne Lucie et Jeanne. Deneulin leur ferait visiter son chantier, puis on rentrerait par Réquillart, où il saurait de Négrel à quel point exact en étaient les galeries, et s'il espérait encore. Enfin, on dînerait ensemble le soir. Lorsque, vers 3 heures, les Grégoire et leur fille Cécile descendirent devant la fosse effondrée, ils y trouvèrent madame Hennebeau, arrivée la première, en toilette bleu marine, se garantissant, sous une ombrelle, du pâle soleil de février. Le ciel, très pur, avait une tiédeur de printemps. Justement, monsieur Hennebeau était là, avec Deneulin, et elle écoutait d'une oreille distraite les explications que lui donnait ce dernier sur les efforts qu'on avait dû faire pour endiguer le canal. Jeanne, qui emportait toujours un album, s'était mise à crayonner, enthousiasmée par l'horreur du motif, pendant que Lucie, assise à côté d'elle sur un débris de wagon, poussait aussi des exclamations d'aise, trouvant ça épatant. La digue inachevée laissait passer des fuites nombreuses, dont les flots d'écume roulaient, tombaient en cascade dans l'énorme trou de la fosse engloutie. Pourtant, ce cratère se vidait, l'eau bue par les terres baissait, découvrait l'effrayant gâchis du fond. Sous l'azur tendre de la belle journée, c'était un cloaque, les ruines d'une ville abîmée et fondue dans de la boue. « Et l'on se dérange pour voir ça !» s'écria M. Grégoire, désillusionné. Cécile, toute rose de santé, heureuse de respirer l'air si pur, s'égayait, plaisantait, tandis que madame Hennebeau faisait une moue de répugnance en murmurant « Le fait est que ça n'a rien de joli !» Les 2 ingénieurs se mirent à rire.
Ils tâchèrent d'intéresser les visiteurs, en les promenant partout, en leur expliquant le jeu des pompes et la manœuvre du pilon qui enfonçait les pieux. Mais ces dames devenaient inquiètes. Elles frissonnèrent lorsqu'elles surent que les pompes fonctionneraient des années, 6, 7 ans peut-être, avant que le puits fût reconstruit et que l'on eût épuisé toute l'eau de la fosse. Non, elles aimaient mieux penser à autre chose. Ces bouleversements-là n'étaient bons qu'à donner de vilains rêves. « Partons », dit madame Hennebeau en se dirigeant vers sa voiture. Jeanne et Lucie se récrièrent. « Comment? Si vite ?» Et le dessin qui n'était pas fini. Elles voulurent rester. Leur père les amènerait au dîner le soir. Monsieur Hennebeau prit seule place avec sa femme dans la calèche, car lui aussi désirait questionner Négrel. « Eh bien, allez en avant, dit monsieur Grégoire. Nous vous suivons. Nous avons une petite visite de 5 minutes à faire, là, dans le coron. Allez, allez, nous serons à Réquillart en même temps que vous. » Il remonta derrière madame Grégoire et Cécile, et, tandis que l'autre voiture filait le long du canal, la leur gravit doucement la pente. C'était une pensée charitable qui devait compléter l'excursion. La mort de Zacharie les avait emplis de pitié pour cette tragique famille des Maheu, dont tout le pays causait. Ils ne plaignaient pas le père, ce brigand, ce tueur de soldats, qu'il avait fallu abattre comme un loup. Seulement, la mère les touchait, cette pauvre femme qui venait de perdre son fils après avoir perdu son mari, et dont la fille n'était peut-être plus qu'un cadavre sous la terre. Sans compter qu'on parlait encore d'un grand-père infirme, d'un enfant boiteux à la suite d'un éboulement, d'une petite fille morte de faim pendant la grève. Aussi, bien que cette famille eût mérité en partie ses malheurs, par son esprit détestable, avait-il résolu d'affirmer la largeur de leur charité, leur désir d'oubli et de conciliation en lui portant eux-mêmes une aumône. 2 paquets soigneusement enveloppés se trouvaient sous une banquette de la voiture. Une vieille femme indiqua au cocher la maison des Maheu, le numéro 16 du 2e corps. Mais, quand les Grégoire furent descendus avec les paquets, ils frappèrent vainement. Ils finirent par taper à coups de poing dans la porte sans obtenir davantage de réponse. La maison résonnait, lugubre, ainsi qu'une demeure vidée par le deuil, glacée et noire, abandonnée depuis longtemps. « Il n'y a personne, » dit Cécile désappointée. « Est-ce ennuyeux? Qu'est-ce que nous allons faire de tout ça ?» Brusquement, la porte d'à côté s'ouvrit et la Levaque parut. « Oh, monsieur et madame, 1000 pardons. Excusez-moi, mademoiselle. C'est la voisine que vous voulez. Elle n'y est pas. Elle est à Réquillart. » Dans un flux de paroles, elle leur racontait l'histoire, leur répétait qu'il fallait bien s'entraider, qu'elle gardait chez elle Lénore et Henri pour permettre à la mère d'aller attendre là-bas. Ses regards étaient tombés sur les paquets. Elle en arrivait à parler de sa pauvre fille devenue veuve, à étaler sa propre misère avec des yeux luisants de convoitise. Puis, d'un air hésitant, elle murmura « J'ai la clé. Si monsieur et madame y tiennent absolument, le grand-père est là. » Les Grégoire, stupéfaits, la regardèrent. Comment? Le grand-père était là? Mais personne ne répondait. Il dormait donc? Et lorsque la Levaque se fut décidée à ouvrir la porte, ce qu'ils virent les arrêta sur le seuil. Bonnemort était là, seul, les yeux larges et fixes, cloué sur une chaise devant la cheminée froide. Autour de lui, la salle paraissait plus grande, sans le coucou, sans les meubles de sapin vernis qui l'animaient autrefois. Et il ne restait, dans la crudité verdâtre des murs, que les portraits de l'empereur et de l'impératrice, dont les lèvres roses souriaient avec une bienveillance officielle. Le vieux ne bougeait pas, ne clignait pas les paupières sous le coup de lumière de la porte, l'air imbécile, comme s'il n'avait pas même vu entrer tout ce monde. À ses pieds se trouvait son plat garni de cendres, ainsi qu'on en met aux chats, pour leurs ordures. « Ne faites pas attention. Et s'il n'est guère poli, dit la Levaque obligeamment. Paraît qu'il s'est cassé quelque chose dans la cervelle. Voilà une quinzaine qu'il n'en raconte pas davantage. » Mais une secousse agitait Bonnemort, un raclement profond qui semblait lui monter du ventre. Et il cracha dans le plat, un épais crachat noir. La cendre en était trempée, une boue de charbon, tout le charbon de la mine qu'il se tirait de la gorge.
Déjà, il avait repris son immobilité. Il ne remuait plus, de loin en loin, que pour cracher. Troublés, le cœur levé de dégoût, les Grégoire tâchaient cependant de prononcer quelques paroles amicales et encourageantes. « Eh bien, mon brave homme, dit le père, vous êtes donc enrhumé ?» Le vieux, les yeux au mur, ne tourna pas la tête, et le silence retomba, lourdement. « On devrait vous faire un peu de tisane, » ajouta la mère. Il garda sa raideur muette. « Dis donc, papa, » murmura Cécile, « on nous avait bien raconté qu'il était infirme, seulement nous n'y avons plus songé ensuite. » Elle s'interrompit, très embarrassée. Après avoir posé sur la table un pot-au-feu et 2 bouteilles de vin, elle défaisait le 2e paquet. Elle en tirait une paire de souliers énormes. C'était le cadeau destiné au grand-père, et elle tenait un soulier à chaque main, interdite, en contemplant les pieds enflés du pauvre homme qui ne marcherait jamais plus. « Hein ? Ils viennent un peu tard, n'est-ce pas, mon brave ?» reprit monsieur Grégoire pour égayer la situation. « Ça ne fait rien, ça sert toujours. » Bonnemort n'entendit pas, ne répondit pas, avec son effrayant visage, d'une froideur et d'une dureté de pierre. Alors, Cécile, furtivement, posa les souliers contre le mur. Mais elle eut beau y mettre des précautions, les clous sonnèrent, et ses chaussures énormes restèrent gênantes dans la pièce. « Allez, il ne dira pas merci !» s'écria la Levaque, qui avait jeté sur les souliers un coup d'œil de profonde envie. « Autant donner une paire de lunettes à un canard, sauf votre respect. » Elle continua. Elle travailla pour entraîner les Grégoire chez elle, comptant les y apitoyer. Enfin, elle imagina un prétexte. Elle leur vanta Henri et Lénore, qui étaient bien gentils, bien mignons, et si intelligents, répondant comme des anges aux questions qu'on leur posait. Cela dirait tout ce que monsieur et madame désireraient savoir. « Viens-tu un instant, fillette ?» demanda le père, heureux de sortir. « Oui, je vous suis » répondit-elle. Cécile demeura seule avec Bonnemort. Ce qui la retenait là, tremblante et fascinée, c'était qu'elle croyait reconnaître ce vieux. Où avait-elle donc rencontré cette face carrée, livide, tatouée de charbon ? Et, brusquement, elle se rappela. Elle revit un flot de peuple hurlant qui l'entourait. Elle sentit des mains froides qui la serraient au cou. C'était lui. Elle retrouvait l'homme. Elle regardait les mains posées sur les genoux, des mains d'ouvrier accroupis dont toute la force est dans les poignets, solides encore malgré l'âge. Peu à peu, Bonnemort avait paru s'éveiller, et il l'apercevait, et il l'examinait lui aussi, de son air béant. Une flamme montait à ses joues, une secousse nerveuse tirait sa bouche, d'où coulait un mince filet de salive noire. Attirés, tous deux restaient l'un devant l'autre. Elle, florissante, grasse et fraîche, des longues paresses et du bien-être repu de sa race. Lui, gonflé d'eau, d'une laideur lamentable de bête fourbue, détruit de père en fils par 100 années de travail et de faim. Au bout de 10 minutes, lorsque les Grégoire, surpris de ne pas voir Cécile, rentrèrent chez les Maheu, ils poussèrent un cri terrible. Par terre, leur fille gisait, la face bleue, étranglée. À son cou, les doigts avaient laissé l'empreinte rouge d'une poigne de géant. Bonnemort, chancelant sur ses jambes mortes, était tombé près d'elle, sans pouvoir se relever. Il avait ses mains crochues encore. Il regardait le monde de son air imbécile, les yeux grands ouverts. Et, dans sa chute, il venait de casser son plat, la cendre s'était répandue, la boue des crachats noirs avait éclaboussé la pièce, tandis que la paire de gros souliers s'alignait, saine et sauve, contre le mur. Jamais il ne fut possible de rétablir exactement les faits. Pourquoi Cécile s'était-elle approchée ? Comment Bonnemort, cloué sur sa chaise, avait-il pu la prendre à la gorge ? Évidemment, lorsqu'il l'avait tenue, il devait s'être acharné, serrant toujours, étouffant ses cris, culbutant avec elle jusqu'au dernier râle. Pas un bruit, pas une plainte n'avait traversé la mince cloison de la maison voisine. Il fallut croire à un coup de brusque démence, à une tentation inexplicable de meurtre, devant ce cou blanc de fille.
Une telle sauvagerie stupéfia chez le vieil infirme qui avait vécu en brave homme, en brute obéissante, contraire aux idées nouvelles. Quelle rancune inconnue de lui-même, lentement empoisonnée, était-elle donc montée de ses entrailles à son crâne? L'horreur fit conclure à l'inconscience. C'était le crime d'un idiot. Cependant, les Grégoire, à genoux, sanglotaient, suffoquaient de douleur. Leur fille adorée, cette fille désirée si longtemps, comblée ensuite de tous leurs biens, qu'ils allaient regarder dormir sur la pointe des pieds, qu'ils ne trouvaient jamais assez bien nourrie, jamais assez grasse. Et c'était l'effondrement même de leur vie. À quoi bon vivre maintenant qu'ils vivraient sans elle? La Levaque, éperdue, criait « Ah, le vieux bougre, qu'est-ce qu'il a fait là? Si l'on pouvait s'attendre à une chose pareille, et la Maheude qui ne reviendra que ce soir. Dites donc, si je courais la chercher. » Anéantis, le père et la mère ne répondaient pas. « Hein, ça vaudrait mieux, j'y vais. » Mais, avant de sortir, la Levaque avisa les souliers. Tout le coron s'agitait, une foule se bousculait déjà. Peut-être bien qu'on les volerait. Et puis, il n'y avait plus d'hommes chez les Maheu pour les mettre. Doucement, elle les emporta. Ce devait être juste le pied de Bouteloup. À Réquillart, les Hennebeau attendirent longtemps les Grégoire, en compagnie de Négrel. Celui-ci, remonté de la fosse, donnait des détails. On espérait communiquer le soir même avec les prisonniers. Mais on ne retirerait certainement que des cadavres, car le silence de mort continuait. Derrière l'ingénieur, la Maheude, assise sur la poutre, écoutait, toute blanche, lorsque la Levaque arriva lui conter le beau coup de son vieux. Et elle n'eut qu'un grand geste d'impatience et d'irritation. Pourtant, elle la suivit. Madame Hennebeau défaillait. Quelle abomination! Cette pauvre Cécile, si gaie ce jour-là, si vivante une heure plus tôt. Il fallut que Hennebeau fît entrer un instant sa femme dans la masure du vieux Mouque. De ses mains maladroites, il la dégrafait, troublée par l'odeur de musc qui exhalait le corsage ouvert. Et, comme ruisselante de larmes, elle étreignait Négrel, effarée de cette mort qui coupait court au mariage. Le mari les regarda se lamenter ensemble, délivré d'une inquiétude. Ce malheur arrangeait tout. Il préférait garder son neveu, dans la crainte de son cocher.